Déjà 3 ans de gouvernance pour le régime de la rupture. 3 ans au cours desquels plusieurs réformes ont été initiées par le chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon. Au nombre de ces réformes figure en bonne place l'encadrement du droit de grève au Bénin. L'assainissement se poursuit dans tous les secteurs. La santé, la justice, l'éducation et bien d'autres secteurs non moins importants n'échappent pas à cette volonté du chef de l'État de révéler le Bénin au monde. Parlant du secteur de l'éducation, les fruits de ces réformes commencent par être perceptibles. Le gouvernement n'a pas non plus occulter les partenaires sociaux dans la mise en œuvre de son dessein. Régulièrement, ces derniers sont consultés pour donner des détails sur des informations relevant de leur domaine. L'aide des bras de fer, gouvernement, syndicats, a commencé par être rangé aux oubliettes. La nouvelle approche syndicale à l'aide du Bénin révélé, c'est le thème de notre émission Mercredi Politique de ce soir. Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à tous. 4 invités pour m'accompagner dans cette émission. Monsieur Bassa Vigile Maouti, trésorier général de la Fédération des syndicats de l'éducation affiliée à la CSA Bénin. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Bouakoundé. À ma gauche, j'ai monsieur Alessandre Dinan, membre de la COSI Bénin. La COSI Bénin, c'est la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Toujours dans cette émission, monsieur Servo Kachal Olympio, acteur politique. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Babatunde. Très ravi de vous avoir sur ce plateau. Oh, c'est partagé, cher ami. Et pour clôturer ce plateau, monsieur De Souza Rodrigue, observateur de la vie sociopolitique, acteur de la société civile. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Babatunde. Nous parlions tantôt des réformes entreprises par le chef de l'État, son Excellence, monsieur Patrice Talon. Et nous avons dit qu'au nombre de ces réformes, il y a le secteur de l'éducation qui est en train d'être réformé. Nous allons parler de ce secteur. Nous parlerons aussi des partenaires sociaux. Et vous avez le thème, l'approche syndicale à l'ère du Bénin révélée. Tout de suite, je vais m'adresser à vous, monsieur Bassa Vigile Maouti. Avec toutes ces nouvelles donnes qui ont été introduites dans la façon de collaborer, dans la façon de discuter avec les partenaires sociaux, comment est-ce que les confédérations syndicales s'adaptent à cette nouvelle donne? Les confédérations syndicales s'adaptent avec beaucoup de difficultés parce que, sincèrement, personne ne s'était préparé à cette forme de gouvernance. C'est vrai que dans votre introduction, vous avez présenté un monde très beau du syndicalisme, de la collaboration entre syndicats et gouvernement. Mais dans la réalité, dans les pratiques, dans les actions, dans les méthodes, ce parfait amour n'est pas une réalité. Car c'est vrai qu'au début de la gouvernance du président Talon, nous avons eu la signature de la charte pour le dialogue social. Mais dans la pratique, tout ce qui a été énoncé, toutes les bonnes intentions ne se sont pas traduites en action. Nous sommes encore, actuellement, je ne vais pas dévancer les choses, nous sommes actuellement sous un choc par rapport à cette méthode de gouvernance. Il y a beaucoup à dire. Et les résultats, ce qu'on voit, la cosmétique qui est autour n'est pas la réalité. Pour ne pas vous dire que cette méthode a conduit à une confination. On a essayé de confiner, on a essayé de faire taire les syndicats. C'est ce que nous pensons. C'est pas ce que vous avez présenté, c'est pas cette image qui est la réalité. Et nous allons peut-être en parler en profondeur au cours de ce débat. On aura l'occasion de nous expliquer à propos. Monsieur Alessandre Adjinan, est-ce votre avis, est-ce votre perception de la situation actuelle? Merci bien, monsieur le journaliste. Je salue tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices qui nous suivent en ce moment. Et je fais également un clin d'œil à tous les travailleurs du Bénin. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que au niveau des organisations syndicales, il y a cette volonté de faire autrement les choses. Et mon camarade l'a dit tantôt, la Charte nationale du dialogue social a été élaborée sous le régime de l'ancien président Boni Yayi. Mais compte tenu des agissements de ce régime-là, les secrétaires généraux se sont gardés de signer cette charte avant la fin du mandat de ce régime-là. Donc, dès l'avènement
du régime dit de la rupture, avènement auquel nous avons contribué, mais les secrétaires généraux se sont dit, nous allons faire confiance à celui qui vient d'arriver. Et ils ont eu à signer la Charte nationale du dialogue social. Mais si c'était à refaire, il faut le faire encore parce que les confédérations auxquelles nous appartenons ont toutes signé cette charte. La COSI Bénin, dont je suis militant, la CSA Bénin, dont il est militant. Mais au niveau de cette charte-là, des engagements ont été pris de part et d'autre. Parce que cette charte a privilégié le tripartisme. C'est-à-dire, les négociations doivent impliquer non seulement l'exécutif, l'État employeur, mais aussi les représentants des organisations syndicales, des travailleurs et des employeurs. Et lorsque nous prenons, parce que je me réfère souvent à cet article-là, lorsque vous prenez la Charte nationale du dialogue social, en son article 6, 6e alinéa, le gouvernement s'est engagé à consulter les organisations syndicales des employeurs et des travailleurs sur tout projet de réforme ou de programme de développement, tant dans leur conception que dans leur mise en œuvre. Ça, c'est important de le dire. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que les réformes ne sont pas inclusives. Quel que soit le secteur, les réformes ne sont pas inclusives. On finit de tout cuisiner et, à titre d'information, on invite les représentants des travailleurs pour dire « Voilà ce que nous pensons faire, c'est juste pour vous informer. » Et pour preuve, au moment où il y avait une crise au niveau du secteur de la santé, mais le chef de l'État a eu à dire que ce ne sont pas les responsables syndicaux qui sont élus pour mettre en œuvre les réformes, que c'est lui qui est élu. Mais que représente la charte qui a été signée par les trois parties, c'est-à-dire le patronat, les représentants du patronat, les représentants des organisations syndicales et les membres du gouvernement. Donc cela pose un problème. La bonne foi des organisations syndicales a été trahie. Voilà ce qu'il faut retenir. Monsieur Sevoka Charles, vous êtes acteur politique, vous êtes plus ou moins dans la vie politique. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette façon de gérer les organisations syndicales, de gérer les partenaires sociaux depuis que la rupture a pris la destinée de la République du Bénin? Une fois encore, merci, monsieur le journaliste. Et je vais commencer en faisant un clin d'œil à nos téléspectatrices et à nos téléspectateurs. Et avant de revenir dans le vif du sujet, autant pour moi, j'allais commencer par dire que dans la vie du commun des mortels, et tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, dit-on. Je connais bien M. Alessandre, qui est dans son rôle, et son collègue à côté de moi, aussi les deux sont dans leur rôle, mais il ne faut pas perdre de vue que depuis que le régime dit de la rupture est là, nous avons suivi beaucoup d'étapes dans leur mode de fonctionnement. Et monsieur et Alessandre sait très bien que 6 mois de gouvernance de M. Talon, nous étions pratiquement à des mêmes occasions, nous analysions les choses, nous observions la manière dont les choses se faisaient et on portait d'autres suggestions au nouveau venu au pouvoir. Et à des moments donnés, je me suis rendu compte que tout ce que nous disions, tout ce que nous demandions, tout ce que nous formulions aux dirigeants, que c'est des gens qui sont bien conscients, attentionnés par nos préoccupations. Et depuis lors, nous avons constaté, comme vous venez de le lister, que ce soit dans le secteur de la santé, le secteur de la justice, jusqu'au secteur de l'éducation, nombre de réformes ont été vraiment opérées. Et puisque nous sommes spécifiquement aujourd'hui sur le secteur de l'éducation,
qui est pour la plupart, enfin, le secteur le plus sensible, et je puis dire que beaucoup de choses ont été faites au niveau du secteur de l'éducation. Alors, des démarches ont été menées bien avant la rupture, mais il faut dire que des choses ont été parfaites, surtout que le chef de l'État, de concert avec les membres de son gouvernement, les partenaires sociaux et techniques, comme le disait monsieur le syndicaliste, que dans leurs esprits, ils veulent que les initiatives, les opérations soient beaucoup plus inclusives et qu'ils pensent que les gouvernants, les dirigeants opèrent ou prennent des décisions sans les inviter. Nous avons fini par comprendre que si ce n'est que pour le bonheur de tout l'ensemble, les gens sont prêts à évoluer et vite, parce que les décennies passées, nous avons perdu beaucoup de temps. Et l'équipe qui est là, celle à laquelle nous appartenons aujourd'hui, nous disons, nous n'avons plus de temps à perdre, qu'il faut vite évoluer. Eh bien, et ce que nous observons. Donc, pour le moment, je peux dire, beaucoup de choses ont été faites et ce n'est que dans cette lancée que nous sommes. Monsieur De Sousa, je m'adresse à vous pour faire le même exercice, mais de votre position d'observateur de la vie socio-politique, de votre position d'acteur de la société civile, comment est-ce que vous percevez ce brassage gouvernement, partenaires sociaux? Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci à vous. Je salue aussi les téléspectateurs de télé. Je tiens à l'entame de mes propos à préciser que j'opine beaucoup plus en qualité d'observateur de la vie socio-politique que d'acteur de la société civile. Ok. Merci. Ceci étant, je pense que l'analyse de cette situation doit partir du contexte duquel nous sommes partis pour en arriver là. Il faut faire observer que à un moment de la vie de notre pays, la lutte syndicale s'est résumée en un usage un peu exagéré et déplacé du droit de grève. Et cela a jeté un peu du discrédit sur cette lutte et a mis la classe politique dans une posture beaucoup plus méfiante des acteurs, des partenaires sociaux que sont les syndicalistes. J'ai entendu tout à l'heure dans les propos de mon voisin immédiat que les réformes n'ont pas été aussi inclusives. Bon. À supposer que ce soit cela. Les syndicalistes ont proposé quoi pour réformer le système du dialogue social? Parce que quand vous ne faites pas de propositions, quand vous n'anticipez pas pour faire des propositions, vous donnez les marges de manœuvre à votre vis-à-vis de vous faire des propositions. Et connaissant l'environnement du syndicalisme béninois, l'autre part, votre vis-à-vis part avec en idée, peut-être des préjugés, que toute réforme qui sera déposée sur la table fera objet de chantage. Donc, étant dans l'optique d'avoir des résultats ici et maintenant, il se retrouve presque obligé de vous imposer ces réformes. C'est pour ça, c'est ce qui justifie l'expression à titre d'information. Si vous n'avez rien proposé, vous laissez le champ pour qu'on n'expérimente que les réformes proposées. Et pour ce qui est des réformes proposées, moi, de ma position de consommateur des services publics, je me rends compte que, quoi qu'on dise, je commence à percevoir des résultats. Est-ce qu'on aurait pu mieux faire? On va bien en débattre. Monsieur Bassa Vigile, tout à l'heure, vous aviez exposé quelque peu la façon dont ça se passe avec le gouvernement, la façon dont le gouvernement entre en discussion. Et à l'entame de mon émission, j'avais précisé que les partenaires sociaux étaient plus ou moins appelés pour des discussions. Aujourd'hui, lorsqu'on prend simplement le droit de grève, est-ce que vous reconnaissez ou vous êtes d'accord aujourd'hui qu'il fallait en arriver à l'encadrement de ce droit de grève-là? Parce que, comme l'a dit M. Rodrigue, à un certain moment de la vie du Bénin, on a constaté que la grève était devenue le seul moyen de revendication. Ok, bien.
dois peut-être rappeler ceci. Il y a un adage chinois, je crois, hein, qui dit que tout ce qui est fait pour vous, sans vous est contre vous. Et c'est ce que nous vivons actuellement dans ce pays. Quelles que soient les bonnes intentions, si les actes ne sont pas associés, les intentions seront toujours des intentions, les résultats ne seront jamais atteints. Ce qu'il y a de bien pour moi, si je ne suis pas associé, je penserai toujours que c'est contre moi. Quelle que soit l'urgence du gouvernement, quel que soit l'impératif de résultat, qu'est-ce qui gêne de proposer? C'est dans le discours, dans le débat que les vraies idées jaillissent. Parlant des droits de grève. Mais le droit de grève est contrôlé depuis 2001. Depuis 2001, le droit de grève est contrôlé. Mais ce qui est fait récemment n'est pas un contrôle. C'est une interdiction de la grève. Tout le monde est unanime, tout le monde est d'accord qu'il y a des choses à revoir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Au Bénin, il y a encore quelque chose qui manque, parce que dans d'autres pays, il y a par exemple ce qu'on appelle la loi sur l'exercice du droit syndical. Peut-être que ça va venir au Bénin. On n'a pas encore ça. Il y a des choses à revoir. Nous sommes unanimement d'accord. Les centrales syndicales se sont retrouvées récemment à Grand Popo pour en débattre. Nous sommes d'accord qu'il y a des choses à revoir. Mais ce qu'on appelle encadrement, ce n'est pas un encadrement. 10 jours de grève dans une année. Ce n'est pas un encadrement. Il y a toujours d'autres choses. Si c'était rapproché des responsables syndicaux pour dire nous voulons réformer le droit des grèves, on leur donne des pistes. On peut faire le débat. Nous sommes d'accord que tout ce qui se passe n'est pas bien. Mais cette manière de faire n'est pas la bonne. Lorsqu'on prend le contexte, on ne va pas dire que dès l'arrivée du président Talon au pouvoir, on a rapidement pris le droit de grève, qu'on a supprimé, comme vous le dites encore, que c'est encadré. C'est après un exercice, après des observations qu'on en est arrivé là. Si après des observations, on a constaté des choses qui ne vont pas, pourquoi ne pas appeler les acteurs pour leur poser le problème? C'est tout le problème est là. Personne n'est contre la réforme. Il n'y a pas un seul citoyen béninois qui est contre la réforme. Monsieur de Souza se réjouit. Il pense que l'administration, ça va bien. Oui, parce qu'il n'est que consommateur. C'est ce que j'appelle cosmétique. Il n'est que consommateur. Ce qu'on vous présente, c'est l'extérieur. Mais à l'intérieur, quel est l'état d'âme de ces travailleurs? La démotivation, la démobilisation est totale aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Nous, responsables, nous faisons encore des efforts pour contrôler, pour calmer encore les militants qui sont surchauffés, surincités. Et ça, je le dis à mon corps défendant. Si cette méthode ne change pas, ça peut peut-être conduire à une explosion. On ne va pas en arriver là. Nous ne souhaitons pas en arriver là. Mais c'est quoi que c'est ce que nous devons dire. La méthode présente des résultats apparents à l'extérieur. Mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est comme une bombe, c'est comme une balle de touche qu'on est en train de presser. Et la balle est en train d'atteindre son volume maximal. C'est ce que nous devons nous faire comprendre. On ne va pas s'arrêter au résultat apparent sans voir de l'intérieur ce qui se passe. Okay. Et monsieur Alessandre, ça fait un bon moment, bientôt 3 ans, quand on parle de la démobilisation du personnel de l'administration, et pourtant chaque jour que Dieu fait, le résultat ou les résultats que l'on constate vont à bonifier et le Bénin à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais les syndicalistes, comme on le dit, je ne dirais pas qu'ils sont toujours insatisfaits. Merci bien. Je crois qu'il est important de rappeler un certain nombre de choses par rapport à l'exercice du droit de grève. Et après cela, vous allez me permettre de revenir sur les interventions de l'homme politique et de l'observateur de la vie politique. Je dois dire qu'il y a des conventions, parce que lorsqu'on parle de l'exercice du droit de grève, il y a des normes internationales et des normes au plan national. Notre pays a ratifié
la Convention 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, de même que la Convention numéro 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Lorsqu'on vient au plan national, nous avons l'article 31 de notre Constitution qui dit que l'État, je vais paraphraser, que l'État reconnaît et garantit le droit de grève à tous les travailleurs. Donc, lorsqu'on en arrive à arracher le droit de grève à une catégorie de travailleurs, oui, c'est une violation de la Constitution. Maintenant, 10 jours de grève, est-ce que la solution à une crise sociale réside dans l'interdiction de la grève? Parce que lorsque vous interdisez la grève et dans le même temps, vous ne réglez pas les problèmes, mais je crois qu'il ne peut pas y avoir paix sociale. Et quand j'ai écouté le politicien et l'observateur, le politicien a estimé que beaucoup de choses vont très bien, seulement qu'il ne les a pas citées. Moi, je suis enseignant, il a dit que beaucoup de choses ont été faites dans le secteur de l'éducation. Moi, je voudrais que dans les détails, qu'on nous dise ce qui est fait, et nous allons aussi dire ce que nous pensons de cela. Et il dit que le gouvernement est pressé. Un gouvernement qui signe, qui s'engage à travers une charte nationale du dialogue social, on trouve que c'est parce que le gouvernement est pressé qu'il n'appelle pas, qu'il n'associe pas, qu'il ne consulte pas. Bon, il finit, il dit voilà, c'est prêt à consommer. Non, ce n'est pas responsable. Et un jeune acteur politique ne doit pas opiner, apprécier les choses de cette façon, parce que l'avenir nous appartient. Et lorsqu'on me dit également que la grève, la façon dont elle se fait, il y a parfois de l'exagération, je dis je suis d'accord. Mais comme je l'ai dit tantôt, pour encadrer, il faut associer tous les acteurs parce que c'est l'engagement que le gouvernement a pris. De l'autre côté, les représentants du patronat et les organisations syndicales ont également pris des engagements au niveau de la charte. Donc, on dit les organisations syndicales ne font pas de propositions. Nous faisons bel et bien de propositions. Et on trouve que c'est parce qu'il n'y a pas de propositions qu'on est obligé de nous imposer les réformes. Mais les tests existent pourquoi? Si on doit tout détruire, on va prendre des tests et ne pas les respecter, mais est-ce qu'on peut nous prendre au sérieux? Je crois que nous devons savoir raison garder, même si nous, parce que je l'ai dit tantôt, nous avons tous contribué à l'avènement du régime, hein, et si ça ne va pas, il faut avoir le courage de le dire, parce qu'on dit souvent, à trop applaudir le danseur, il se trompe de pas. Voilà. À trop applaudir le danseur, il se trompe de pas. Je ne crois pas, ou nous ne sommes pas encore à ce niveau, monsieur Charles Avocat. C'est vrai que vous êtes acteur politique et la plupart du temps, les visions de l'acteur politique et celles du syndicaliste ne se rencontrent pas toujours. Bon, de toutes les façons, et le syndicaliste et l'homme politique doivent travailler de concert pour construire la cité. Alors, je suis très content. Je suis très content que mon cher ami, M. Adjinan, syndicaliste, soit revenu sur un certain nombre de choses et en disant ou en demandant, par exemple, si il y a eu des choses qui ont été faites, comme j'ai eu à le mentionner tout à l'heure, et que c'est au nom de ces choses-là que j'estime que le gouvernement travaille ou que le gouvernement avance. Et en plus, il est allé jusqu'à dire que j'estime que le gouvernement est pressé, ou les dirigeants actuels sont pressés. Alors, M. Babatunde, permettez-moi de revenir sur un aspect des choses. J'ai constaté qu'à un moment donné, nous avons cru que M. Talon, avec ceux qui l'entourent, était venu pour réinventer le Bénin. Nous l'avons cru à un moment donné. Et tout le monde prêtait des intentions aux nouveaux venus. On faisait des procès d'intention, qu'on le dit souvent, et puis on allait plus vite, en besogne. D'accord?
en faisant, je ne saurais comment le dire, des procès d'intention. C'est ça. Et donc, du coup, à un moment donné, nous nous sommes dit, ben, celui qui est venu, quelles sont ses véritables intentions pour la cité? Et nous avons découvert que c'est des gens qui sont restés tapis dans le système pendant longtemps et qui savent les problèmes qui minent véritablement notre société. Et ils sont allés même à dénicher où se trouve la vraie racine qui, eh bien, ne donne pas de la vie à la plante qu'est notre système éducatif. Puisque c'est de ces secteurs-là nous sommes en train de parler. Parlant du système éducatif, on va en revenir. Voilà. Nous avons en ces temps constaté que la grève, qui était l'arme de tous les syndicalistes, de toutes les confédérations, de tous les acteurs travailleurs, était, eh bien, mal exploitée, mal utilisée. La grève, à un moment donné, était perçue comme une arme qui, eh bien, détruit tout le système national. Parce que quoi? Quand vous avez un système éducatif où les enfants à peine travaillent 3 mois sur 9 et que les résultats en fin d'année ne sont pas bons, ça ne donne pas, dans un premier temps, une bonne image pour le pays. Ça ne nous permet pas d'avoir de bons partenaires à l'extérieur. Ça ne permet pas à tout l'ensemble de fonctionner. Et les gens se sont dit, il faut maintenant, eh bien, s'il le faut, supprimer cette grève-là. Permettez-moi de peu pour le thème. Alors, et puisque notre test fondamental nous en donne, eh bien, le droit exclusif, on leur a dit, eh bien, on ne va pas supprimer, on va l'encadrer comme l'a prévu la convention de base, notre constitution du 11 décembre 1990. Ce qui a été fait. Monsieur Alessandre Adina et moi, nous étions en train, eh bien, de lutter pendant que cette question était, eh bien, apportée sur la table. Ce n'est qu'après cette étape-là que nous avons constaté que, voilà, c'était pour le bonheur du système éducatif et du système entier, c'est-à-dire le peuple béninois dans sa globalité. Donc, je parle d'abord de ce niveau en disant que beaucoup de choses ont été faites. En tant que politique, je dis, si le bonheur du peuple est notre préoccupation meilleure, notre préoccupation première, et que nous avons vu que le mal a été donc détruit, il faut donc évoluer et ne plus perdre de temps. C'est ce que je mettais plutôt dans les dirigeants actuels sont pressés d'aller vite et plus vite parce qu'ils ont estimé que dans plus de 2 décennies, les gens ont utilisé cette arme pour ne que, eh bien, mettre sur place les dirigeants, les tourner en rond, les tourner sur place et les résultats ont été toujours de mauvais résultats. Voilà un peu, M. Babatunde, ce pourquoi je tenais à dire à M. Adina, à tous les syndicats sur ce plateau que beaucoup de choses ont été faites et que le peuple béninois en est témoin, ce qui fait que nous évoluons toujours dans cette même lancée. Monsieur de Souza, est-ce que dans ce schéma, dans cette façon de voir les choses, on ne risque pas de regretter en griffe le président que lorsqu'il sera pas là, un peu comme vous dites, qu'on ne connaît la valeur de quelqu'un que lorsqu'il n'est pas présent? Évidemment que c'est ce qui est souvent arrivé, c'est ce qui va continuer d'arriver. Moi, des propos des précédents, je retiens un certain nombre de choses. D'abord, j'ai souvent entendu les syndicalistes dire « nous avons contribué à l'avènement de tel régime ou de tel autre ». Est-ce que c'est de la posture de politique ou de la posture de syndicaliste? Deuxième chose, les fonctionnaires du public, je crois si je ne m'abuse, doivent faire 4% de la population. 4% de la population, nous sommes 11 millions de Béninois. Nous sommes 11 millions de Béninois. Et j'ai entendu encore les syndicalistes dire la charte, comment on appelait ça? La convention, la charte de ceci ou de cela. La charte du dialogue social. La charte du dialogue social. Cette charte, oui,
est faite pour être appliquée. Tout autant que les droits de l'homme. Le droit à la santé des 11 millions de Béninois. Le droit à l'éducation des 11 millions de Béninois. Est-ce que ces droits ne sont pas tout aussi importants que la charte? Est-ce que tout le temps que les syndicalistes ont abusé du droit de grève, n'avaient-ils pas en idée que cet abus était en train de compromettre l'éducation de ces millions d'enfants qui sont aussi les leurs? N'avaient-ils pas en idée que cet abus des grèves, puisque eux-mêmes l'ont reconnu, était en train d'hypothéquer la vie des 11 millions de Béninois? Je suis souvent plus scandalisé lorsque je me rends compte que le médecin qui est payé pour me permettre de jouir de mon droit de grève reste à la maison, n'a pas fait le travail, mais sera payé. Pendant que moi, je n'ai peut-être plus la possibilité de jouir de ce droit parce qu'entre-temps, je serais passé de vie à trépas. Ça me pose un problème. Et lorsque vous êtes vous-même syndicaliste, vous êtes en train d'utiliser de cette façon, vous étiez en train d'utiliser de cette façon le droit de grève, vous devez vous asseoir et vous poser la question de savoir, à vouloir trop tirer sur cette corde, qu'est-ce qui va arriver? Elle risque de casser. Et aujourd'hui, je défie quiconque de me dire, même si on faisait élire à la tête de notre pays le premier des syndicalistes, le plus fort des syndicalistes, je serais surpris de le voir revenir sur l'encadrement du droit de grève. Parce que tous les chefs d'État que nous avons eus ont eu des syndicalistes comme le générateur de leur cauchemar. Et les syndicalistes sur les plateaux disaient, nous allons bloquer ci, nous allons bloquer ça. Toutes les fois j'entendais, nous allons bloquer ci, nous allons bloquer tout le système si on n'a pas ci, si on n'a pas ça. Je me suis toujours demandé, en bloquant les 11 millions l'intérêt des 11 millions de Béninois était où? Mais si aujourd'hui, les politiques ont décidé de se préoccuper de l'intérêt des 11 millions de Béninois, et je regrette parfois au détriment de l'intérêt des 4% que sont les employés du secteur public, je me dis, c'est un sacrifice que les syndiqués et les syndicalistes devraient consentir pour voir s'épanouir les 11 millions de Béninois que nous sommes, pour nous voir jouir de notre droit à la santé, pour nous voir jouir de notre droit à l'éducation, pour que on commence à se dire, si nous jouissons de notre droit à la santé et de notre droit à l'éducation, il est normal que on mette en application la charte sur le dialogue social. Merci beaucoup. Monsieur Bassa, quand on remonte un peu, il y a 3 ans où on a failli en arriver à une année blanche. L'année dernière. Okay. Et qu'après cela, le gouvernement en arrive là, à encadrer ou à supprimer comme vous le dites. Et cette année, on a vu les résultats aux différents examens. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans ce que vous réclamiez? Et monsieur, avant d'aller à votre question, j'ai une image par rapport à la réaction de monsieur de Souza. C'est comme si j'ai un enfant turbulent. Et pour bloquer sa turbulence, je lui détruis ses pattes inférieures. C'est ce que nous sommes en train de faire. L'enfant est turbulent. Et casse tout dans la maison. Je n'ai pas trop de solution. Allez, je lui détruis ses pattes. C'est ce qu'on est en train de faire. On ne règle pas le problème. C'est la cause de la turbulence qu'il faut savoir. Et la cause de la turbulence, ce n'est pas de détruire les pieds de l'enfant. C'est ce qu'on est en train de faire. Les problèmes existeront. Mais cette manière forte, c'est comme on prend pour des animaux à qui on veut faire un traitement. On bloque ses défenses. L'animal pleure, il crie. C'est ça, c'est ce qu'on fait. On peut faire ça à une bête. Quand on veut lui faire un traitement, on ne peut pas lui expliquer qu'on veut lui faire un traitement. Tout ce qu'on peut lui faire, on lui bloque ses défenses. Vous voyez comment on traite les rhinocéros ou bien les éléphants. On bloque la défense pour leur faire le traitement. C'est ce qu'on est en train de nous faire. Ces problèmes existent. Mais, maintenant, revenons à ce que je l'ai dit. Les résultats. Moi, je suis ancien. Je ne sais faire que ça. C'est ce que je fais principalement.
Les facteurs contribuant à un résultat sont nombreux. Le facteur que vous êtes en train de me montrer, ça contribue peut-être à 15-20% du résultat. Il y a beaucoup d'autres facteurs. Interrogez tous les spécialistes de l'éducation, ils vous diront la même chose. Oui, si déjà on peut récupérer ces 15% pour bonifier, c'est déjà bien. Voilà. Je vous rappelle le préambule de notre Constitution. C'est vrai que je n'ai pas le texte, dit que les libertés sont une condition indispensable pour conduire au développement. Les libertés sont un droit et une condition indispensable pour conduire au développement. Je n'ai pas le texte, mais en substance, c'est ce que ça dit dans le préambule. Si les pères de notre Constitution ont pensé ainsi, que c'est dans les libertés qu'on va atteindre le développement, pourquoi aujourd'hui d'autres Béninois, intelligents peut-être, plus intelligents que ceux de 1990, pensent qu'on peut atteindre les résultats, on peut atteindre le développement en supprimant les libertés? Je dis l'urgence, l'obligation de résultat ne peut pas nous amener à faire ce que nous sommes en train de vivre. Personne n'est contre les résultats. Les résultats, nous sommes d'accord. Et nous sommes les principaux acteurs. Contrairement à ce que vous pensez que c'est une affaire de grève, non. C'est une affaire de prise de conscience des anciens. Des anciens aujourd'hui, qu'on est en train de diaboliser. Les anciens aujourd'hui, qu'on pense résilier, dont on pense résilier les contrats, c'est eux qui ont contribué à au moins 80% de ces résultats. Donc, je reviens toujours à la cosmétique. On ne peut pas prendre la finalité comme le début. Vous parlez de la finalité. Mais tout ce qui contribue à ça, on oublie. Non, ça ne passera pas. Oui, M. Black nous a dit, on dit que nous avons contribué. Le responsable syndical est un citoyen comme tout le monde. Oui, je peux donner mon avis sur des faits politiques. Mais pour Patrice Talon, nous avons cru. Le style de l'homme séduit. Aujourd'hui, peut-être sur le droit de voter, je vais réfléchir. Peut-être je peux encore voter pour lui. Ça, c'est un autre débat. Mais pour vous dire que ce que nous sommes en train de ressentir aujourd'hui, on doit le dire, le dénoncer. Sinon, demain, peut-être dans votre secteur, quelque chose va se passer. Même si vous êtes dans un secteur libéral, vous n'êtes pas épargné. Alors, nous devons dire, oui, comme l'a dit la Constitution, à son préambule, les libertés doivent conduire au développement. Revenons aux fondamentaux. Liberté conduit au développement. Si nous résolvons cette équation, je crois qu'on aura un développement harmonieux, partagé de tout le monde. Et c'est ça notre vœu. C'est ça l'idéal du Béninois. Parce qu'il n'y a pas... En quoi, quelle sera votre joie, vous, consommateurs de l'administration, quand vous rentrez chez vous content? Mais celui qui vous satisfait, celui qui vous permet d'avoir ces résultats, rentre chez lui soucieux. Il craint pour son emploi. Il craint. Il ne sait même pas ce qu'il va manger. Quelle sera votre joie? Oui, 4%, 11 millions. Faut-on détruire les 4% pour les 11 millions? Or, on sait que les 11 millions ne peuvent avoir ça que grâce à ces 4%. On doit penser aux 4%, on doit penser aux 11 millions, on doit penser à tout le monde. Donc, chercher à opposer le développement à la liberté est une erreur démocratique fondamentale. Développement, liberté, développement, il y a une corrélation extrêmement importante entre ces deux concepts. C'est ce que nous disons depuis. C'est ce que nous disons. Revenons à l'essentiel et vous allez voir que tout ira bien. Mais tant qu'on est dans ça, le travailleur qui n'est pas serein, le travailleur qui n'est pas rassuré, produira au plus 20% de ses potentialités. On ne peut pas travailler avec un fusil derrière soi. On ne peut pas travailler en pensant que le lendemain, on ne sera plus appartenir à la fonction publique. C'est de ça que nous parlons. Et je veux que nos frères, acteurs politiques, nous rejoignent. Peut-être, oui, qu'ils nous rejoignent à faire ce combat. Si nous sommes tous républicains, si nous sommes tous républicains, parce que nous sommes dans la même république, si nous sommes tous républicains, il est important. Parce que ces facteurs
dépasse même ma position de syndicaliste. C'est fondamental pour notre vie ensemble. Ça nous dépasse, nous devons le savoir et revenir à cela. Mais tant qu'on va penser que oui, c'est pour nous, c'est bon pour nous, les 11 millions, eux là, sont seulement 4%. On peut les... Non, ça ne marchera pas. Je veux que nous soyons tous d'accord, nous sommes des jeunes de la même génération, et l'avenir du pays nous appartient. C'est maintenant ou jamais, nous sommes d'accord, nous devons revenir aux fondamentaux de la démocratie et tout ira bien, je pense. Monsieur Adjina, entendre votre collègue, j'ai une question à vous poser. Et quand je caricature un peu l'enfant qui est turbulent, il ne faut pas lui casser les pieds, il faut plutôt l'encadrer. Et les résultats d'aujourd'hui, c'est peut-être 15%. C'est à 15% que cela participe au retrait du droit de grève. Vous êtes brimé, vous êtes mis sous pression à en croire les mots de votre collègue, mais en même temps, vous produisez de bons résultats. Comment ça s'explique? Merci bien. Et je voudrais relever un certain nombre de choses avant d'aborder cette préoccupation. Et je retiens que la réforme fondamentale que mon cher ami a pu évoquer au niveau du secteur de l'éducation, c'est la réduction du nombre de jours de grève à 10 par an. Et je voudrais faire remarquer aussi, parce que lorsque nous disons que nous avons contribué à l'avènement d'un régime, nous sommes des citoyens, elle se voit. Et lorsque vous êtes responsable syndical, l'acteur politique, l'exécutif, travaille pour l'amélioration des conditions de vie des populations et des travailleurs. Donc c'est important de s'intéresser à la gouvernance de son pays. Je voudrais retenir aussi que mon ami de Souza estime que, bon, puisque en dehors de la charte nationale du dialogue social, il y a d'autres chartes, il y a d'autres tests, donc il faut appliquer les tests de façon sélective. Donc il faut ignorer d'abord la charte et appliquer les autres tests pour le bonheur des 11 millions de Béninois et non pas s'occuper des 4%. C'est pas très intéressant de dire des choses comme ça. Ça c'est peut-être votre compréhension de ce qu'il a dit. Non, mais lorsque vous dites que les 4% qui sont des travailleurs, les tests qui les concernent, on peut les mettre en bail et s'occuper des autres, mais est-ce que les tests ont été pris pour ne pas être appliqués? La façon dont le problème a été posé, ce n'est pas bien, ce n'est pas intéressant. J'en arrive maintenant au résultat. Et vous savez, cette année, les enseignants, qui sont également des parents d'élèves, ont marqué une pause. Ils se sont engagés, les enseignants, au charbon. Ils ont travaillé pour que nous ayons de bons résultats. Ce sont des patriotes, contrairement à ce que l'on fait croire au peuple béninois. Pourquoi avoir pris cette résolution de travailler cette année? Non, cette résolution, ce n'est pas cette année. Il y a des années où il n'y a pas eu de grève. Vous savez, lorsque vous menez un combat jusqu'à un niveau donné, vous marquez une pause et vous faites le bilan. Parce que ce n'est pas l'interdiction de la grève qui contribue forcément à l'amélioration des résultats. Peut-être que, bon, c'est ce que tout le monde dit, et nous n'allons pas colporter ce que disent tout le monde. On ne va pas colporter ce que tout le monde dit, bon, c'est à cause de l'absence de grève. Non, je voudrais donner quelques exemples. En 2006-2007, il n'y a pas eu de grève, mais nous connaissons les résultats. Le BPC a donné 11%. Je n'ai pas les autres statistiques. Je reviens maintenant en 2014-2015, il n'y a pas eu de grève, mais nous n'avons pas eu de bons résultats. Donc, ce serait faire une conclusion hâtive que de dire c'est parce qu'il n'y a pas de grève qu'il y a de bons résultats. Il y a des années où il n'y a pas eu de grève et il y a eu de bons résultats. Il y a des années perturbées aussi où les résultats n'étaient pas mauvais. Donc, c'est important de le dire. Maintenant,
on se plaint de la qualité des enseignants qui produisent de bons résultats. Et cela pose le problème de l'évaluation, parce que nous allons y revenir en détail tout à l'heure. Oui. Je crois que ce que nous devons comprendre, et les autorités doivent comprendre, c'est que pour qu'une corporation, pour que des travailleurs travaillent et donnent de bons résultats, on n'a pas besoin de les martyriser. On n'a pas besoin de les malmener. On n'a pas besoin de les maltraiter. Ce n'est pas bon que l'on trouve le mal partout. Parce que ces enseignants-là, dont on se plaint du niveau intellectuel, ont donné plus de 84% au CEP, 56,72% au BPC, 50,10% au bac. Je dis et je répète, c'est l'engagement des acteurs au charbon que sont les enseignants qui a donné cela. Mais on n'a pas constaté pour autant des mots ou des gestes à l'endroit de ces acteurs-là. Et après ces résultats-là, je dois rappeler, vous savez, nos écureuils étaient à la CAN, ils sont allés au quart de finale. Il faut voir comment ils ont été accueillis. Nous, on ne demande pas qu'on organise un concert à notre intention. Mais pendant les dernières grèves, on a estimé que bon, les travailleurs, les enseignants ne produisent rien et ils sont moins bons qu'un conducteur de Zémidian. Et les amis s'inscrivent dans la même logique lorsqu'ils disent que bon, il faut se foutre des 4% et regarder les autres. Donc, je dois dire que si un acte posé est positif, il faut l'encourager. Quel reproche fait-on souvent aux organisations syndicales? Ce qui n'est pas réel. C'est-à-dire, quand c'est bon, nous avons le courage de dire que c'est bon. Mais quand ça ne va pas, on a aussi le courage de dire que ça ne va pas. Tout n'est pas mauvais. Mais lorsque vous construisez des routes, il y a les infrastructures, et que le tissu social est déchiré, mais quelle paix sociale pouvez-vous avoir? C'est important parce que tout se tient. Donc, je dis, les enseignants ont besoin d'être formés parce que la formation est perpétuelle. Si vous êtes enseignant, vous devez chaque année réactualiser vos fiches. Vous devez apprendre à tout moment. Vous devez aller à la recherche de l'information. Donc, les enseignants ont besoin d'être formés et les tests ont prévu cette formation-là. Donc, si nous abordons le problème de l'évaluation, nous allons opiner là-dessus de façon approfondie pour indiquer les types d'évaluation qui sont prévus par nos tests. Et je voudrais dire aussi que pour que le cap soit maintenu par rapport aux résultats, parce que lorsqu'on parle de la cause fondamentale, lorsqu'on considère que la cause fondamentale de l'amélioration des résultats ou bien des pourcentages élevés réside dans la réduction du nombre de jours de grève, je dis ce n'est pas vrai. Il va falloir que cela s'inscrive dans la durée parce que les facteurs sont nombreux. Il y a l'encadrement pédagogique parce que l'enseignant qui est à la craie a des contrôleurs qui viennent le visiter. Nous avons le corps de contrôle aussi bien au niveau des enseignements maternels et primaires qu'au niveau du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Donc j'ai dit tantôt, tous les acteurs se sont engagés. Les enseignants ont fait leur travail. Il fallait voir les enseignants au niveau des différents départements échanger les épreuves des examens blancs et les devoirs surveillés et ce qui est fait au nord et on envoie ça au sud, ce qui est fait au sud, on envoie ça au nord. C'est ça l'engagement des enseignants. Et quand ça se passe comme ça, on doit pouvoir régler les problèmes. Parce que lorsque nous prenons cette catégorie-là, la formation c'est une chose.
Et je dis que les problèmes de carrière sont là. Si je vous dis par exemple que ce pourquoi nous avons été en grève depuis l'an dernier là, que pratiquement rien n'a été réglé. C'est pour ça que je dis, quand on parle de réforme dans le secteur de l'éducation, cela ne doit pas être une incantation. J'ai dit, il n'y a pas une baguette magique avec laquelle le chef de l'État va régler de l'éducation. Il y a des éléments sensibles sur lesquels il faut agir. Nous avons parlé de recrutement. Je dois reconnaître qu'un effort est en train d'être fait au niveau du recrutement des inspecteurs et leur concours a été lancé maintenant et ils vont composer dans le mois d'août. Mais nous manquons également de conseillers pédagogiques parce que lorsque nous prenons le décret... Mais en même temps, est-ce que vous ne voyez pas que vous en demandez un peu trop à la fois? Vous avez parlé du recrutement. On a commencé par recruter les conseillers. Vous ne m'avez pas laissé terminer. Vous comprenez que je ne suis pas en train de parler de l'argent maintenant. Je suis en train de parler des dispositions qu'on doit prendre pour améliorer l'offre éducative. J'évoquais tantôt le décret 2015-592 du 21 novembre 2015 portant statut particulier des corps des personnels enseignants de l'enseignement du second degré. Ça, c'est pour le secondaire. Pour le primaire, il y a un plan de carrière et les CP sont recrutés sur base de concours, les inspecteurs aussi. Mais au niveau du secondaire, les inspecteurs sont recrutés sur la base d'un concours et les conseils pédagogiques sont nommés. C'est à l'intérieur de ce décret qu'il a été dit que les dispositions ont recommandé un concours pour accéder au corps des conseillers pédagogiques. Et il a été également dit que ceux qui étaient dans le corps vont être reversés et formés. Et pour avoir d'autres conseillers pédagogiques maintenant, ils doivent subir le concours. Mais je dois vous dire que depuis septembre 2008, on a lancé la formation des conseillers pédagogiques au niveau de l'école qui s'occupe de la formation des conseillers pédagogiques, des inspecteurs à Porte-Novo. Mais on s'est arrêté seulement à l'étape du lancement. Cette formation n'a pas continué. Mais en principe, si nous avons suffisamment d'inspecteurs de conseils pédagogiques, le contrôle va être renforcé parce que pour juger de l'aptitude, de la capacité intellectuelle et de la pratique pédagogique d'un enseignant, c'est quand on l'observe en situation de classe. Donc quand on va parler de l'évaluation, nous allons revenir sur ces éléments-là. Merci. Charles Seboka, une année plus ou moins bien planifiée, sans mouvement de grève, avec une rentrée qui a été effective, une vacance programmée et à bonne date. Les résultats sont là. Et peut-être bien, à entendre les syndicalistes, cela est peut-être ponctuel et cela est dû plutôt à l'engagement de ces enseignants qui ont décidé de se mettre à la tâche. En tout cas, ceci, c'est pour le bonheur de nos apprenants. Oui, voilà, monsieur le journaliste, monsieur Babatunde, voyez-vous, c'est une raison de plus que le chef de l'État, monsieur Talon Patrice, et son équipe avaient raison de demander à chaque corps, à chaque individu, à chaque citoyen béninois de se révéler patriote, de travailler, de se sacrifier pour ce pays, pour des résultats concordants, pour des résultats probants. Ce qui n'a pas été le refrain dans les décennies précédentes. Alors, puisque le mal a été bien perçu et qu'on a demandé à tout le monde de venir à la marche, au prix même de perdre, même si entre griffes, on doit les prendre pour des droits, comme celle qui est aujourd'hui, eh bien, l'arme de grève, vous voyez que les résultats sont là. Et tout le monde se sent heureux.
les parents d'élèves se sentent fiers, les enseignants eux-mêmes s'enorgueillent parce que c'est eux qui ont travaillé et que les résultats sont bons. Pourquoi ne pas travailler tout le temps? Pourquoi ne pas travailler correctement pour que régulièrement nous ayons de pareils résultats? Alors, le mal était à ce niveau, qui pour moi a été réglé. Dorénavant, chacun doit savoir maintenant le rôle qui est le sien. C'est-à-dire, il faut avancer. Il ne faut plus perdre de temps. Il faut aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de travailler. Même si vous avez des droits à réclamer, ce ne serait plus dans l'anarchie. Ce ne serait plus dans du désordre. Il faut beaucoup plus de la discipline dans la République. Alors, monsieur le journaliste, mon cher ami Adjinan et son prédécesseur ont eu à mentionner chacun de son côté que l'on a l'impression que les enseignants, les encadreurs ne sont pas associés dans les prises de décision et que les conventions qui régissent leur secteur ne sont pas tout le temps mises en application avant que Les formations ne soient pas respectées. fêtées et tout, et que peut-être ce serait au nom de ces principes qu'ils estiment qu'il fallait, eh bien, négliger la connaissance que eux, enseignants, ils ont à transmettre à l'apprenant. Et puisqu'on leur a dit, il ne faut plus se comporter de telle façon, il faut maintenant vous dire, il y a dorénavant, désormais, de la discipline, et donc, ils sont prêts à donner la totalité de leur connaissance à l'apprenant. Alors, qu'est-ce que nous, en tant que politiques, nous voulons de notre société? L'évolution de la société, naturellement. Et donc, au nombre de ces résultats, au nombre des conséquences de ces réformes, nous disons, nous ne pouvons que fonctionner de telle façon. Nous ne pouvons qu'évoluer de cette façon. En rassurant chacun de ce secteur, je veux dire, M. Alessandre Adjinan et ses pairs, que avec ce rythme, nous allons loin et que notre République va se révéler davantage, eh bien, plus instruit, plus capable de gérer la cité. C'est un peu ce que nous leur demandons. C'est ce que le régime en place leur demandait. Ce que nous aussi, en commençant par moi, on n'avait pas su. Puisque, après 6 mois de gouvernance de M. Talon, j'étais encore dans une position avec lui où j'ai eu à dire un certain nombre de choses. Où je disais même que l'article 31 de notre Constitution, après lecture, ne permettait pas au gouvernement d'ordonner ou de prendre des décisions à ce que la grève telle qu'on l'a perçue, réduite et tout, s'est opérée de cette façon. Mais ce n'est qu'après profonde analyse et surtout après les résultats de chaque année, c'est-à-dire dans l'évolution des choses, nous nous sommes dit, amen. Tiens, si les conclusions sont d'avoir la qualité d'enfants, d'apprenants, aptes à affronter ou à se faire, eh bien, positionner au concert des autres apprenants du monde, pourquoi ne pas privilégier cette piste-là? Et donc, c'est la meilleure, cette piste-là. Ce qui nous a, eh bien, contraint au nom du patriotisme à rejoindre M. Talon et son équipe, et puis à nous battre dorénavant dans cette lancée-là, dans cette dynamique-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je continue encore de demander à nos amis enseignants, à nos amis syndicalistes qu'ils n'ont qu'à s'organiser davantage, mais dans cette organisation, pendant qu'ils seront toujours en train de réclamer des droits à eux dans leur vie privée que dans le domaine du travail, qu'ils savent que la qualité de l'individu, la qualité du citoyen de demain est importante. Et c'est au nom de ce résultat qu'ils doivent donc se sacrifier comme ils l'ont eu à le faire cette année et que nous ayons eu ces résultats
que ce soit au CP, au BEPC et au BAC. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Monsieur de Souza, les enseignantes tiennent beaucoup à ce droit de grève. C'est à croire que c'était le pilier fondamental sur lequel, parce qu'en parlant de liberté, j'ai entendu monsieur Alessandre parler de liberté fondamentale jusque-là. On a fait qu'encadrer, on a réduit le nombre de jours de grève, on n'a fait que réduire, on n'a jamais empêché qui que ce soit d'être libre. Et pour ce qu'on sait, jusque-là, il n'y a pas encore eu de rupture au niveau des salaires. C'est à croire qu'à s'accrocher à cette grève, il n'y avait que par ce moyen qu'on peut les laisser libres dans leurs activités. Merci beaucoup. Je voudrais déjà préciser à mon voisin que je n'ai pas dit qu'il fallait mettre de côté la charte sur le dialogue social. J'ai bien dit que le droit de l'homme, ça concerne les 11 millions de Béninois, donc les 4% de fonctionnaires y compris. Et je ne vois pas pourquoi, au nom de la charte, on brimerait le droit de l'homme pour les 11 millions de Béninois. Je vais répondre aussi à mon cher ami d'en face, le syndicaliste, pour dire que lorsque vous parlez de liberté, vous évoquez la liberté dans le préambule. Vous devez comprendre aussi, comme on le dit, que là où s'arrête la liberté des uns, commence celle des autres. Donc là où s'arrête la liberté des 4%, commence celle des 96% de Béninois que nous sommes. Et je suis heureux des résultats de cette année. Moi, je remercie très sincèrement les enseignants. Et je me dis, ça veut dire que l'exploit est possible. Je ne voudrais pas m'attarder sur ce qui a été à l'origine de cet exploit. Dans tous les cas, ils l'ont fait et c'est à leur actif. Je l'ai pris de pouvoir continuer dans cet élan-là. Maintenant, j'ai quand même des questions qui me trottent à l'esprit. On a réduit le droit de grève à 10 jours. Est-ce qu'ils ont consommé les 10 jours? Parce que s'ils ont consommé les 10 jours et ils manifestent encore le besoin d'aller en grève, je comprendrai qu'on augmente, qu'on aille au-delà de 10. Mais si vous n'avez pas consommé les 10 jours, ça veut dire que même les 10 jours, c'est beaucoup. Moi, je le pense très sincèrement. Et je me dis, aujourd'hui, nous avons, par cette expérience, compris que pour que le résultat soit là, il faut des sacrifices. J'ai entendu tout à l'heure dire qu'il faille tenir compte de l'état d'esprit du travailleur pendant que les 11 millions de Béninois bénéficient du fruit de son travail. Et je me dis, ça, c'est une question d'éducation. Je suis engagé pour faire un travail. Je suis engagé pour faire jouir au peuple des prestations, des fruits de mon travail. Je crois que le premier objectif d'abord, c'est de pouvoir satisfaire assez, comment on appelle, devoir amener ce peuple à pouvoir jouir de ce droit. C'est d'abord ça, parce que c'est ça que j'ai accepté pour m'asseoir là. C'est quand j'ai fini de régler ce problème que je dis, mais les conditions dans lesquelles je l'ai fait, veuillez bien vouloir l'améliorer. Mais là, si je dis, tant que je n'ai pas les conditions, lui n'a plus de droit, c'est que je suis en train d'aller en contradiction avec les normes sociales, même les normes spirituelles. Parce que moi, je n'ai pas eu peut-être le salaire que je veux. Et au nom de ce déficit ou de cette, comment on appelle, de fait que je n'ai pas eu ce salaire, je dis, bon, comme moi je n'ai pas eu le mien, vous n'avez plus droit au vôtre. Et vous êtes plus nombreux. Et on me dit, bon oui, mais c'est vrai, il faut qu'il le donne, mais il faut d'abord qu'il soit satisfait. Je pense que à partir de maintenant, où les enseignants ont compris que leur compétence va s'évaluer à la hauteur des résultats que nous aurons, si ils demandent les fois à venir des choses, le peuple sera avec eux. Parce que le peuple dira, ils ont fait le boulot. Donnez-leur ce qu'il leur faut. Mais s'ils n'ont pas fait le boulot,
et ils veulent avoir des choses avant de faire le boulot, ça pose un problème. Monsieur Bassa, on va évoluer dans le débat et en venir maintenant à cette rencontre que vous aviez eue avec le chef de l'État hier, cette rencontre qui est en prélude à la bonne rentrée qui s'annonce et au nombre des réformes ou au nombre des décisions qui ont été prises et qui, pour rester dans la suite de cette réforme qui est mise en œuvre au niveau du secteur de l'éducation, il va falloir revoir le niveau de compétences des enseignants, c'est-à-dire les évaluer et former ceux qui sont en déficit de compétences. Oui, c'est vrai que hier, personnellement, je n'étais pas à cette rencontre, mais je l'ai préparé avec mon secrétaire général. Et à son retour, il nous a fait le compte rendu, donc je peux en parler. Ce qui s'est passé hier, c'est vrai que moi, je suis responsable, je me gère, mais il y a beaucoup de militants aujourd'hui qui ont perdu toute sérénité. Et je vais prendre peut-être au mot mon ami de Souza. Il a reconnu les résultats. Ça veut dire que ce qu'il pense que nous sommes, nous ne le sommes pas. Nous avons travaillé malgré les conditions. Alors vous nous rejoignez pour revendiquer, pour demander l'amélioration des conditions de travail. Si tout le monde est unanime que les résultats sont là, et pourquoi? Mais on a l'impression qu'un vieux complot contre les enseignants recrutés en 2008, un complot qui ne date pas de maintenant, un vieux complot, car on est d'accord que c'était une décision politique, une décision, oui, mais il y a beaucoup qui n'étaient pas d'accord. Mais j'ai l'impression que ceux-là qui n'étaient pas d'accord veulent utiliser le président Talon pour atteindre leur objectif. Vous reconnaissez avec nous que les résultats sont bons. Et comme récompense de ces bons résultats, on va proposer qu'on rompe tous les contrats des enseignants. D'abord, on rompt les contrats et on évalue. Et quel type d'évaluation? Et c'est les bons qu'on va retenir. Est-ce que c'est possible d'entendre ça? Nous sommes dans la logique d'améliorer davantage ces résultats. Nous sommes dans un état de droit. Chacun de nous a signé un contrat. Et les conditions de rupture de ce contrat sont dans le contrat. Aucune condition de rupture n'est venue. On dit oui, on rompt d'abord le contrat, on évalue. Et quel type d'évaluation? C'est-à-dire, la conception même, l'idée même, ce qui a amené même des hommes à penser ça de leur prochain n'est pas expliqué, c'est pas humain. Et en revenant à l'essentiel, ça n'a pas de sens cette proposition. Je crois, grâce à la clairvoyance des secrétaires généraux et des membres des conseils sectoriels pour le dialogue social, ce projet est en train d'être remis en cause. Quand ils étaient venus imposer, lorsque le ministre de l'enseignement primaire disait que ceux qui n'auront pas le niveau seraient mis en quarantaine, sans pouvoir expliquer, et finalement le morceau a été lâché. On va rompre les contrats. Non. Nous sommes d'accord qu'il y a des carences dans tous les systèmes. Ne me dites pas qu'il n'y a pas de mauvais journalistes. Il y en a. Mais est-ce que parce qu'il y a des problèmes dans le système éducatif, on stigmatise une promotion? Et aucune étude, c'est là où ça me fait pitié, aucune étude n'a montré que c'est cette catégorie-là seule qui a des problèmes particuliers. Les problèmes des enseignants sont transversaux. Il y a des enseignants absentéistes peut-être. Est-ce que c'est seulement ceux de la promotion 2008 qui sont absentéistes? Quand vous étiez peut-être apprenant, vous aviez connu des enseignants absentéistes. Donc il y a des problèmes un peu partout. Mais on prend une promotion parce que on dit pourquoi eux là, puis on veut leur faire du mal. On veut utiliser le chef de l'État pour leur faire du mal. Mais je crois que ce projet est en train d'être arrêté. Alors je dis, ce qui s'est passé hier, peut-être Dieu merci, le pire allait venir. Car au début, l'ambiance était électrique dans la salle. Et c'est avec les explications
avec le chef de l'État qui est revenu pour dire à la fin que peut-être nul ne serait laissé sur le carreau, que l'État est là pour protéger chaque citoyen, que ça a rassuré un temps soit peu. Mais les gens ne sont pas rassurés. Car ce qu'on a dénoncé au début de cette émission, que chaque chose se fasse de manière inclusive, c'est ça qu'on attend. Voilà qu'on a dit, il n'y a pas eu de PV de cette séance signé par chaque responsable hier. Alors comment ça va se faire? Les camarades sont surchauffés à l'heure où je vous parle. Les camarades sont surexcités. Alors il faudrait que les ministres en charge de l'éducation comprennent la situation. Le fait de penser que c'est seulement les enseignants de la promotion de Méru qui ont des problèmes est une erreur grave. C'est faux, ça là. C'est totalement faux. Tous les enseignants de problèmes, tous les fonctionnaires, tous les travailleurs au monde ont des problèmes. Et quel type d'évaluation encore? Donc nous devons, je dis actuellement peut-être le chef d'État a demandé au ministre de voir les responsables pour que les choses soient faites de manière consensuelle. Oui, c'est ce que nous souhaitons. Mais si ce n'est pas fait, les résultats ne seraient pas atteints. C'est ce que nous demandons. Et c'est pour ça que je le dis ce soir avec une petite gravité. Il faudrait que la méthode change. Que tout soit fait de manière inclusive. Qu'on donne les objectifs clairs. Qu'on définisse les normes de quel type d'évaluation. Personne n'est contre l'évaluation. Personne n'est contre la formation. D'accord. Comment je dis qu'on va former seulement? Pour le moment, on en est simplement qu'à l'annonce. Vous parlez de quel type d'évaluation. Ça veut dire que le type d'évaluation n'est pas encore aussi spécifié. Oui, parce que il y avait déjà eu des... Il faut qu'on puisse évaluer. Oui. Et en évaluant, on va en retenir 3 catégories. Les bons qui seront reversés et qui seront reversés directement à PE, les moins bons qui seront formés, les médiocres qui seront réorientés. On n'a jamais dit qu'on va rompre le contrat de quelqu'un et le laisser simplement. Oui, vous avez eu ce compte rendu. Mais ce qui est amené à là, vous ne savez pas. L'objectif premier, il y a encore sur les réseaux sociaux qui circulent, c'était ça. Le premier point, c'était de rompre d'abord les contrats. C'était de rompre d'abord les contrats avant l'évaluation. Oui, mais les discussions évoluent, c'est ça. On a tout au moins pu vous associer, échanger pour qu'on en arrive là. Oui, je suis d'accord. D'où j'appelle chaque acteur, les ministres, d'abord, que l'histoire va retenir nos noms. L'histoire retiendra nos noms. Qu'avez-vous fait en votre temps? Nous sommes d'accord. Mais il faut que le consensus qui a valeur constitutionnelle dans notre pays soit pris en compte dans chaque action, dans chaque décision. C'est ce que nous disons. Monsieur Adjina, on va aller un peu plus vite, on est pressé par le temps. Dites-nous en quoi une évaluation ne va pas revenir sur les débats d'avant, mais on va plutôt opiner sur les résolutions. En quoi une évaluation pourrait être une épée de Damoclès sur la tête des enseignants? Merci bien. Avant ça, je voudrais remercier M. De Souza qui a reconnu que les enseignants ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Je voudrais dire aussi que lorsqu'il dit qu'il faut d'abord faire ce pourquoi on est recruté, mais lorsque vous avez une mission à accomplir, on dit une mission, des hommes et des moyens. Mais on ne peut pas recruter un enseignant qui va travailler sous un manguier, par exemple. Ça dit quoi? Il faut les salles de classe. Cela n'entre pas dans la poche de l'enseignant. Donc ce n'est pas une revendication liée à l'argent. Premier élément. Deuxième élément, le ratio maître-élève. Parce que cela est lié à la construction d'infrastructures. Lorsque je me trouve dans une salle de classe, parce qu'on dit souvent, les privés donnent de bons résultats. Mais lorsque j'ai 60 apprenants devant moi, au moment où, dans le privé, il y a 30. Et au niveau du privé, chaque classe a une salle fixe. Mais dans le public, nous sommes face
au problème de classe volante. En dehors de ça, lorsque vous recrutez un enseignant, parce que les tests doivent être respectés, je crois que c'est pour ça que les tests sont pris. Lorsque vous recrutez un enseignant, si c'est un contractuel, les tests disent qu'il faut l'envoyer en formation 4 ans après. Il y a 2 promotions qui n'ont pas encore été envoyées en formation. Ceux qui ont été recrutés en 2012, de 2012 à 2019, ça fait 7 ans. Ceux qui ont été recrutés en 2014, de 2014 à 2009, ça fait 5 ans. Donc, l'enseignant qui demande à être formé, s'il revendique ça, on doit l'accompagner. Donc, c'est ça, les outils dont il a besoin pour faire le travail. Mais de la même manière, quand on le forme, on doit le reclasser. Mais tenez-vous tranquille, même les APE, les changements de salaire et les rappels ont été gelés depuis bientôt 2 mois. Et il y a des catégories d'enseignants qui sont confrontés à des difficultés énormes. Lorsque je prends des enseignants qui sont en formation depuis 2011 et cette formation n'a pas pris fin. Le mardi, et hier, j'ai conduit une délégation à l'école normale supérieure de Porte-Novo pour aller poser le problème de ces collègues-là qui ont eu à faire un examen de rattrapage depuis septembre et les résultats ne sont pas encore disponibles. Il faut avouer que nous avons été bien reçus. Le directeur de l'UNS de Porte-Novo est resté ouvert et les échanges ont été fructueux. Donc quand l'enseignant demande ça, ou bien celui-là, depuis 2008 qu'il est recruté, il gagne le même salaire. N'attendez pas ce que des gens qui vivent cette situation-là donnent le meilleur d'eux-mêmes. J'en viens à l'évaluation. Nous ne sommes pas contre une évaluation. Mais comme j'en ai l'habitude, je vais fonder mon argumentaire sur des tests de la République. Quand vous écoutez les secrétaires généraux, je n'étais pas à la rencontre, ils ont tous dit, on n'est pas contre une évaluation. Et je vais partir de la loi 2003-17 du 11 novembre 2003 portant orientation de l'éducation nationale en République du Bénin, rectifiée par la loi 2005-33 du 6 octobre 2005. L'article 66 dit ceci. Il est organisé chaque année à l'intention des personnels enseignants et d'encadrement et selon le cas des programmes de formation obligatoire de perfectionnement ou de recyclage destinés à améliorer leurs prestations pédagogiques, techniques et professionnelles. En fonction des besoins de l'État ou sur demande sociale, il peut être organisé à l'intention des personnels des stages de requalification. Lorsqu'on s'en tient à la loi d'orientation, voilà le type de formation qui est prévu. J'en viens maintenant à la loi portant statut général de la fonction publique. Parce que lorsqu'on parle d'évaluation, mais on a été tous à l'école. L'évaluation, j'enseigne le français et on dit qu'on veut m'évaluer. Quelqu'un qui enseigne les mathématiques, on le soumet à un sujet de culture générale. Est-ce que cette évaluation est liée à l'enseignement qu'il dispense? Le type d'évaluation que propose le gouvernement n'est prévu par aucun test. Par aucun test, non? Lorsque vous parlez du gouvernement, ils ne sont pas venus du néant. C'est des Béninois, c'est des ministres qui ont des conseillers, c'est vos-mêmes collègues qui sont avec eux. Non, mais moi, je voudrais bien que l'on fasse ce débat avec un sachant d'un ministère. Et je mets quiconque au défi de me sortir un texte qui prévoit l'évaluation sous la forme voulue par le gouvernement. La loi portant statut général de la fonction publique, chapitre 3, de l'évaluation de la notation. Oui, il faut. Moi, je ne parle pas en l'air. L'article 51, 3e alinéa dit « Le pouvoir d'évaluation appartient au supérieur hiérarchique immédiat de l'agent qui l'exerce en comité de direction sur la base d'un contrat d'objectifs et d'une fiche d'indication ou des attentes. » Le ministre, avant la rentrée, le ministre des enseignements secondaires, a remis des cahiers de charge au directeur pour dire « Vous devez atteindre tel résultat. » Mais à l'issue des examens, on les évalue par rapport à ces objectifs de départ. Voilà une forme d'évaluation, un type d'évaluation. Mais il est dit également
qu'il établit au niveau de chaque année des lettres de mission, des contrats d'objectifs, des fiches d'indication, des attentes dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion axée sur les résultats. Et l'autre type d'évaluation, c'est la notation de l'agent. L'agent est noté et cette notation et les conditions dans lesquelles on note, c'est prévu dans l'article 54. Il est dit, le rendement des agents de la fonction publique qui n'ont pas la qualité de supérieur hiérarchique immédiat s'évalue sur la base des critères suivants. La compétence professionnelle, la conscience professionnelle, le sens de service public. La compétence professionnelle est mesurée à travers le taux de réalisation des attentes assignées à l'agent. La conscience professionnelle prend en compte la ponctualité, l'assiduité et l'éthique professionnelle. Le sens de service public prend en compte l'esprit de sacrifice, le respect du bien public et le respect de la hiérarchie. Lorsque je m'en tiens à tous ces textes-là, le type d'évaluation-là ne respecte aucune norme législative ou réglementaire. Oui, qu'est-ce que nous avons proposé? Nous avons dit, oui, nous acceptons l'évaluation. J'ai parlé tantôt d'inspecteurs à recruter, de conseils pédagogiques à recruter. Lorsque vous allez visiter l'enseignant en situation de classe, vous avez la possibilité d'apprécier deux choses fondamentales. Sa capacité intellectuelle. Est-ce qu'il a le niveau requis pour administrer cet enseignement? En dehors de ça, vous avez l'occasion, l'opportunité de voir en même temps sa pratique pédagogique. Voilà l'évaluation qui est recommandée. Toute autre évaluation qui s'écarte de cela est illégale. Voilà ce qu'il faut retenir. Monsieur Olympio, vous aviez écouté vos amis syndicalistes. Ils ne sont pas encore totalement satisfaits de cette évaluation ou de comment ça va se passer. Acteurs politiques, le gouvernement met en place sa réforme. Cela se poursuit. Le gouvernement a sa vision, peut-être qu'il ne cadre pas forcément avec celui des syndicalistes. Voici celui des tests de la République. Voilà, là, nous sommes, monsieur. Nous sommes tous. Alors, oui, monsieur Adjinan vous aura compris. Monsieur Adjinan et son collègue et syndicaliste, je les ai suivis avec attention. Et la chose par laquelle je veux commencer par intervenir, c'est de rappeler à monsieur Adjinan et à son collègue que les politiques, les acteurs qui sont aujourd'hui à la commande de la République, pour des résultats précis, suivent une logique. Et je suis très content. S'écarte des tests. Non. Ah, très bien. Je reviens à ceci en disant, je reviens en arrière en disant ceci. Des tests, d'accord, mais l'esprit des tests aussi. Pourquoi? Je suis content que le collègue de M. Adjinan soit allé sur l'année 2008. En 2008, nous savons bien comment un certain nombre de jeunes sont allés au secteur de l'éducation. Vous savez, en 2008, 2007, 2008, 2009 et consorts, le régime de l'émergence, de la refondation et tout ça était contraint à un niveau donné de dire nous renvoyons une catégorie de jeunes à l'enseignement. Puisque, M. Adjinan, je dois vous le rappeler, je maîtrise un peu le grand mono, qui est actuellement le mono et le koufo. Et que je puis vous dire qu'à partir de 2005, en 2010, plus de 70% de jeunes sortant de ces départements étaient contraints de rentrer chez eux pour aller à l'enseignement, fût-il un étudiant en psychologie, en sciences éco, en droit et tout ça. Ils sont rentrés chez eux, eh bien, pour enseigner. De 2006, par exemple, en 2008, où vous avez un psychologue, un étudiant en psychologie, qui vient et qui dit, vu le besoin dans le milieu à encadrer les enfants, dit, je peux même enseigner le français. Et qu'on le met en 6e ou en 5e parce qu'il peut encadrer ses jeunes frères, il devient professeur de français. Mais la question de vocation à l'enseignement n'est plus. Aujourd'hui, des évaluations, des études ont été faites et qu'on ait constaté que voilà autant de problèmes qui ont
d'impact sur les résultats. C'est pourquoi quand le syndicaliste parlait pour dire qu'il n'y avait pas que la grève qui justifiait les taux de réussite et tout, je me suis dit qu'il y en a autres aussi, vraiment. Et donc, l'équipe en place, l'équipe actuelle a compris que il va falloir, s'il le faut même, extrapoler un certain nombre de principes pour atteindre un certain nombre de résultats, les bons pour la société. Ah oui. Et donc, quand il parlait de les tests ont prévu une certaine démarche, un certain nombre de principes, un certain nombre de démarches, de type d'évaluation, il faut qu'à problème exceptionnel, des démarches exceptionnelles pour avoir des résultats. Et c'est pourquoi il urge donc de trouver des mesures de concert avec ces techniciens, ces spécialistes qui sont au niveau de leur ministère spécifique, de leur ministère de tutelle, qui disent, pour avoir dorénavant des résultats comme ceci que vous voulez, vous en tant que politique, il va falloir que nous retournions à telle étape des choses, les corriger, avant que vous n'ayez ces résultats. L'équipe de Talon qui est là aujourd'hui... On va aller un peu plus vite. Oui, M. Babantouré, vous allez vous rendre compte qu'au niveau de tous les secteurs, M. Talon veut avoir des résultats, brillants, des résultats exceptionnels, des résultats qui vont, c'est-à-dire à la fin de toute, la foulée, là, qu'on se dise, il a fait vraiment révéler le Bénin dans tous les secteurs. Nous voulons donc faire révéler le Bénin dans son secteur éducatif. Nous voulons avoir dorénavant notre ancien nom de quartier latin d'Afrique. C'est un peu ça. Et ce sera là votre mot de la fin. Monsieur Rodrigue, juste sur la question de cette évaluation à polémique, cette évaluation qui ne rencontre pas l'assentiment, ou le type d'évaluation choisi qui ne rencontre pas l'assentiment des enseignants ou de leurs représentants. Mon analyse personnelle sur la question est celle-ci. J'ai le sentiment, et ça je peux me tromper, que le gouvernement se retrouve dans une situation où les conditions de recrutement de certains enseignants mis ensemble ou croisés avec leurs compétences posent un problème. Le dirigeant, lorsqu'il se retrouve dans de pareilles postures, a deux options. Soit il décide de renverser tout ça, donc d'annuler tous ces recrutements et de revenir pour faire enseigner la mathématique par quelqu'un qui a fait la mathématique, ou de dire, ok, puisque ceux-ci ont été recrutés depuis un certain temps, même s'ils n'avaient pas la compétence ou bien les aptitudes de départ, la pratique sur un certain nombre d'années aurait pu leur donner ces aptitudes. Il lui revient alors de faire quoi? D'évaluer le niveau actuel de ces enseignants et de voir ceux qui ont appris seront reversés APE, ceux qui ont appris un tout petit peu vont retourner en formation pour avoir des renforcements de capacité, et ceux qui, malgré ce nombre d'années, n'ont pas pu apprendre, n'étaient pas faits pour le métier, il va falloir les réorienter. C'est mon analyse personnelle. Je peux me tromper, mais je pense que c'est peut-être ça qui amène les syndicalistes à dire oui, l'évaluation est pertinente. Maintenant, dans la forme, comment faire? Je crois qu'il est comment on appelle, il est du devoir des responsables syndicaux dans cette situation de dire, si nous devons évaluer ces gens-là, si nous sommes dans cette optique-là et nous devons évaluer ces gens, voilà ce qu'il faut faire. Si avant ça, c'est les tests qu'il faut baliser, bon, on va le faire. S'il faut faire exception, et dans quelle mesure faire exception pour ne pas s'éloigner des tests, on peut les définir. Mais le risque à dire, ça ne respecte pas les tests, si on veut rester dans les tests, je crois que on va se retrouver dans la situation d'annulation. Parce que lorsque vous êtes recruté
pour un truc pour lequel vous n'êtes pas compétent, qu'est-ce qu'on fait de vous? Lorsque je me retrouve avec quelqu'un qui a fait la mathématique, qui décide d'enseigner l'espagnol, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis, bon, puisque il est déjà là, bon, on continue, et pendant ce temps, je dois avoir l'esprit, l'avenir du nombre d'enfants qu'il sacrifie. Et ça, malgré tout ce que les enseignants font, et je dois reconnaître qu'il y en a de compétents dedans, et il y en a dont les enseignants même se demandent comment ils ont fait pour être dans notre équipe. Merci. Je crois d'ailleurs que c'est bien défini, même si les syndicats reconnaissent ici que les discussions ont été vraiment houleuses pour qu'on puisse en arriver à ces 3 options et que ceux qui seront carrément renvoyés seront renvoyés avec leur droit, vu que nous sommes pris par le temps. Et lequel de voir le dernier mot? Bon, merci. Je crois que j'ai écouté Juste en 30 les secondes. uns et les autres. Oui. Et les tests doivent être respectés. Il faut retenir qu'on n'est pas contre une évaluation. Et pour appréhender la capacité intellectuelle et la pratique pédagogique de l'enseignant, il faut le visiter en classe. Et ce qui a été dit au palais là, mais ça ne rassure pas encore, mon camarade l'a dit. Je dois rappeler qu'on ne négocie pas au palais. En principe, après cette rencontre, le gouvernement doit ouvrir les négociations, confédérations et centrales syndicales, assorties d'un relevé de conclusions signé par les différentes parties. Et le type d'évaluation reconnu par les tests doit être retenu de commun accord. C'est ça, on n'est pas contre l'évaluation, on n'est pas contre les négociations, mais il va falloir qu'on respecte les tests. Aller visiter un enseignant en situation de classe, ça permet d'évaluer sa capacité intellectuelle et sa pratique pédagogique. Et c'est ce type d'évaluation qui est reconnu par les tests. Les enseignants réclament qu'on puisse rester collé au test. Le régime de la rupture a sa vision et peut-être anticipe sur les moyens pouvant lui permettre d'atteindre ses objectifs. La nouvelle approche syndicale à l'ère du Bénin révélée, c'était le thème autour duquel nous discutions. Je vais dire merci à tous mes invités sur ce plateau. Merci à vous d'avoir honoré le rendez-vous. Merci aux amis téléspectateurs qui nous ont suivis de bout en bout. On vous dit à la prochaine.